Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va commencer si vous le voulez bien. Et on laisse quelques minutes, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'on est très heureux à Neurocam d'accueillir aujourd'hui Guillaume Dumas. J'ai des petites notes ici. Je vais vous faire un petit tour de son parcours. Guillaume est professeur agrégé en psychiatrie computationnelle à l'Université de Montréal, qui est en fait un champ en plein développement. J'ai noté que tu as co-créé le premier cours francophone en médecine computationnelle. Et il est directeur du laboratoire de psychiatrie de précision et de physiologie sociale. Je pense que le mot va venir souvent. Il est donc à l'Université de Montréal et aussi chercheur au CHU Sainte-Justine. Donc, on a nos bureaux un à côté de l'autre, mais c'est ici qu'on se rencontre pour la première fois. Donc, oui, ça arrive souvent. Donc, ces recherches combinent les neurosciences sociales. Vous allez l'entendre, je pense, bien aujourd'hui, la biologie des systèmes et l'intelligence artificielle pour développer une médecine de précision en santé mentale. Je dois dire qu'il est titulaire aussi d'une chaire de recherche IVADO, vous savez, le Centre Mila et l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal, et aussi chercheur boursier FRQS. Et il a déjà reçu plusieurs prix. J'en ai retenu juste un qui s'appelle parce que je trouve ça sympathique. Future Leader in Canadian Brain Research par la Fondation canadienne Brain Canada. Il y a une formation en fait intéressante qui en fait va jumeler là, les différents aspects de son programme de recherche. Donc d'abord en physique fondamentale et en ingénierie dans des grandes écoles à Paris. Et pour faire le pont avec les sciences cognitives, il a réalisé un PhD en neurosciences cognitives dans une petite université qu'on appelle la Sorbonne. Voilà, dans ta bio, j'ai cognition sociale, neurobiologie. Je pense que tu vas nous en parler beaucoup. Et je dois dire, je ne sais pas si ça va transparaître dans ta présentation d'aujourd'hui, mais même déjà à sa maîtrise, il y a, je ne sais pas c'était en quelle année ça, ta maîtrise? 2008? Oui, exactement. Il faut dire que ce qu'on entend maintenant depuis les dernières années, la synchronisation ou l'hyperscanning, etc. Donc, en 2008, Guillaume travaillait déjà là-dessus et il est reconnu pour être un pionnier dans ce domaine-là et c'est ce qu'il développe maintenant et on va en entendre plus parler aujourd'hui. Donc, merci encore d'être là, Guillaume. Merci beaucoup. Là, c'est un plaisir et un honneur d'être ici et de pouvoir vous présenter un peu justement les 10-15 années passées, peut-être les 10 années futures. Et donc, la présentation s'intitule de la physiologie sociale à la neuro-AI sociale. Donc, le côté social, effectivement, est plutôt central dans ce qui m'intéresse sur le plan scientifique. Et pour commencer, du coup, comme justement c'est cet aspect social qui est important, je voulais commencer par remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu collaborer jusqu'ici. Il y a ce mot, bon, certains le connaissent pour une distribution Linux, mais Ubuntu, ça veut dire en afrikaans je suis parce que vous êtes. Et je trouve que on oublie souvent, en fait, dans notre monde académique aussi, que on est le produit de toutes les interactions qu'on a au cours de sa carrière. Et j'ai eu la chance d'avoir toujours eu des collègues extrêmement bienveillants et aidants. Et depuis que je suis arrivé à Montréal, j'ai pu bénéficier d'un support aussi assez incroyable. Et plus particulièrement, je voulais remercier toute mon équipe qui a beaucoup grandi dernièrement. Au CHU Saint-Lucie, on n'a plus trop assez de place maintenant, justement. Qui couvre, alors beaucoup d'entre eux sont présents d'ailleurs, donc merci d'avoir fait le chemin. Et une équipe qui couvre justement ces différentes disciplines, donc avec de la psychologie clinique jusqu'à l'apprentissage machine, en passant par les neurosciences sociales et la génomique. Donc on couvre assez large.
Et mon objectif là, ça va être de montrer que tout ça a du sens, que je suis pas fou et qu'on peut effectivement faire toutes ces disciplines-là avec un tout cohérent et avec une question scientifique long terme. Donc notre équipe, elle est essentiellement sur 3 axes. Un qui est lié directement avec mon mandat Ivado à l'UDEM, qui est la psychiatrie computationnelle, qui est un peu l'idée d'utiliser les mathématiques comme une sorte de langue universelle pour lier les différentes disciplines et échelles de description dans santé mentale et utiliser les outils informatiques pour opérationnaliser ça au meilleur pour les patients et les cliniciens. La médecine de précision qui est un peu différente de la psychiatrie computationnelle dans le sens où elle vient plus de l'oncologie et de la médecine somatique à la base, mais qui est l'idée d'utiliser l'apprentissage profond et l'intelligence artificielle pour personnaliser et affiner une prise en charge au plus proche de l'individu. Et en ça, je collabore aussi avec des neuro-oncologues, par exemple, ou je commence à collaborer aussi avec des chirurgiens au CHU Saint-Lucie. Donc, c'est au-delà de la santé mentale à proprement parler. Et enfin, un troisième axe qui est vraiment lié, pour le coup, à mon mandat au MILA, à l'Institut québécois d'intelligence artificielle, où on essaye de comprendre le fonctionnement du cerveau social pour mieux créer des intelligences artificielles qui intègrent cette compétence sociale qui, pour moi, est encore très, très mal intégrée dans les algorithmes, même s'ils sont en apparence extrêmement puissant. Donc, on va commencer par la physiologie sociale. Donc, pour d'abord décrire ce que c'est la physiologie, je ne sais pas si tout le monde est au courant de la définition de physiologie. Donc, la physiologie, c'est un terme qui a été inventé par Claude Bernard, un Français qui a écrit notamment le traité de la médecine expérimentale au XVIIIe siècle, qui est pour moi un des premiers médecins scientifiques. Et pour lui, la physiologie, c'était l'idée que pour comprendre les fonctions du vivant, il fallait aborder ça de manière multi-échelle et intégrative, et donc sous l'angle de la fonction et des systèmes. Et donc, en fait, certains diraient même que Claude Bernard était un peu le premier biologiste systémique, notamment un de ses travaux à l'époque, c'était de comprendre le système de la glycémie et de la régulation de la glycémie, et de voir ça comme quelque chose d'intégré, pas uniquement à un seul endroit, pour comprendre comment le corps humain était quelque chose de peer-to-peer, de distribué. Et on va voir comment ça, j'essaye de l'amener dans le champ des neurosciences cognitives et de la psychiatrie, en essayant de prendre une perspective qui est beaucoup moins réductionniste et modulariste, qui verrait une fonction dans une partie du cerveau uniquement. Et donc la dimension sociale, c'est parce que tout en étant des êtres biologiquement inscrits, on est aussi des êtres sociaux. Et j'essaye de voir la cognition humaine comme un peu ce sandwich entre l'ancrage biologique et notre incarnation sociale et culturelle. Donc, le point de départ de tout ça, donc ça, c'était justement au niveau de mon master en 2008, c'était que les interactions sociales, de manière paradoxale, n'avaient pas vraiment été abordées par le champ des neurosciences, au point où certaines personnes ont appelé ça, métaphoriquement, les matières noires des neurosciences, au sens où quand on regardait la littérature à cette époque-là, ben, il n'y avait quasiment aucune étude qui enregistrait l'activité cérébrale de 2 personnes simultanément. Et depuis 15 ans, du coup, mon objectif, c'est d'essayer de comprendre, à travers l'expérimentation et la modélisation, comment naturaliser la cognition sociale en contexte interactif et montrer que cette cognition sociale, elle est différente quand on est en train d'interagir avec quelqu'un de quand on est perceptuellement juste face à des stimuli dits sociaux. Et de ce fait, ça passe par une technique qui s'appelle l'hyperscanning, qui est l'enregistrement de plusieurs cerveaux simultanément pendant une interaction sociale, mais aussi par des simulations neurocomputationnelles qui impliquent plusieurs cerveaux en interaction, et à la croisée entre les deux, parce que je suis un peu geek, avec un Venn diagramme, tout ce qui est interaction entre des humains et des modèles mathématiques, avec notamment un paradigme que j'avais développé en postdoc, qui s'appelle le Human Dynamic Clamp, qui correspond en fait à une interaction humain-machine, mais où la machine n'est pas juste programmée pour faire semblant de faire un comportement social, mais incarne un modèle computationnel de notre compréhension de comment fonctionne un humain en contexte social. Donc, un humain qui interagit avec ce qu'on comprend de ce qu'un humain pourrait faire en contexte social. Et donc, dans ce cas-là, on y reviendra, mais on teste autant l'être humain que la machine dans ce cas-là, parce que la machine incarne notre modèle et notre compréhension du fonctionnement social.
Donc, au niveau de l'hyperscanning EEG, donc là, c'était la première étude qu'on a fait pendant ma thèse. On a repris un design expérimental qui était connu en psychologie de développement et qui avait été utilisé par ma co-directrice de thèse à l'époque, Jacqueline Nadel, dans l'interaction mère-bébé, donc un système de double vidéo où on faisait interagir un bébé avec sa maman soit en ligne, soit avec une cassette enregistrée. Et on pouvait montrer avec ce genre de design que dès l'âge de 3 mois, un enfant était capable de faire la différence entre une interaction sociale temps réel versus quelque chose qui était juste une vidéo. Donc on a repris exactement le même système double vidéo qu'elle avait utilisé dans les années 80, mais on a rajouté un double système EEG, tout synchronisé. Et là, vous voyez à l'écran, ce qui m'avait donné à l'époque pas mal de nuits blanches, les vidéos de ce qui se passe pendant l'expérience, avec la notation que j'avais fait, qui avait pris 11 mois image par image, de la synchronie, de l'imitation et de qui dirige l'imitation. Donc là, par synchronie, on entend que le mouvement démarre et termine en même temps, mais ce n'est pas forcément le même mouvement. Donc, par exemple, la métaphore que j'utilise souvent, c'est un quartet de jazz. Chaque musicien joue un instrument différent, donc ils exécutent des mouvements différents. Par contre, ils sont dans la même rythmicité, la même temporalité. Donc ça, c'est la synchronie comportementale. L'imitation, c'est plus ce que je vois avec ma fille de 2 ans et demi en ce moment, où je fais un truc, elle va le faire peut-être 5 ou 10 minutes plus tard, mais exactement pareil. Donc c'est morphologiquement identique, mais pas dans la même temporalité. Et donc le drive, c'est qui est à l'origine de l'action. Et vous pouvez voir déjà que pendant l'interaction comme ça, non verbale, on a en fait des tours de parole qui émergent. Et donc même dans cette proto-interaction un peu contrainte par le système en laboratoire, mais qui était beaucoup plus écologique de ce qui se faisait à l'époque, on avait quelque chose qui se rapprochait plus de ce qu'il y a dans une interaction sociale spontanée avec des tours de parole et des leader-follower qui émergent au cours du temps. Alors ça a permis d'abord d'attaquer un éléphant dans la pièce des neurosciences sociales, c'était le fait que la perception sociale, c'est différent de l'interaction sociale. Et sur le plan des corrélats neuronaux, en fait, même si ça paraît complètement évident, en fait, à l'époque, Jacoboni et tout ça, ils faisaient des papiers dans Science avec des gens seuls dans un IRM qui regardaient des vidéos de mouvements. Et c'était les neurosciences sociales à cette époque-là dans les gros journaux, quoi. Et donc, nous, on a amené le fait que non seulement le cerveau fonctionne différemment quand on est engagé de manière interactionnelle dans un échange avec quelqu'un d'autre, mais qu'en plus, le rôle qu'on tient dans l'interaction et le contexte dans lequel l'interaction se déploie aussi change les corrélats neuronaux associés à ce qui se passe dans le cerveau. Et un des résultats, par exemple, qui a été intéressant à voir dès le départ, c'était qu'il y avait une plus grande symétrie entre les activités cérébrales dans un contexte spontané. Donc, quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un que vous connaissez bien à un café, par rapport à un contexte induit comme un peu celui qu'on a maintenant, où il y a un émetteur et un récepteur, mais ça va plus dans une seule direction. Donc, indépendamment du rôle qu'on a dans l'interaction, le contexte spontané crée des marqueurs plus symétriques entre les deux individus qui sont en échange. Et on a eu la chance à l'époque d'avoir, avec l'équipe de Philippe Fossati à la Petite Salpêtrière, la réplication de notre étude en IRMF. Et donc on a montré cette double dissociation en EEG et en IRM. Et en IRM, on a pu montrer que une grosse différence aussi qu'il y avait entre ce contexte spontané et ce contexte induit, c'était l'absence de récompense dite sociale à être du côté récepteur quand l'interaction était induite. Donc là, c'est vous justement, donc c'est dommage pour vous. Moi, justement, en tant qu'émetteur, j'ai une sorte de récompense sociale à partager de l'information avec vous. Plus la partie interactionnelle est spontanée, plus il va y avoir cette réciprocité dans la récompense. Mais dans un contexte forcé, elle est amoindrie du côté de la personne qui reçoit. Donc ça, on a après écrit plusieurs articles avec des collègues en sciences de l'éducation pour montrer que ça appuyait plus une question de peer learning que faire de l'apprentissage classique, quoi. Mais donc le truc qui a été le plus reconnu après, ça a été le fait d'avoir, quitte à avoir enregistré 2 cerveaux, on a regardé qu'est-ce qui se passait entre les cerveaux et on a pu démontrer que la synchronisation
qu'on pouvait observer déjà à l'échelle d'un cerveau. Donc, pour l'histoire, j'étais dans un laboratoire c'était l'ancien laboratoire de Francisco Varela qui avait introduit justement toutes ces méthodes de synchronisation longue distance à l'échelle d'un seul cerveau et qui avait montré que c'était des corrélations, des corrélats neuronaux qui étaient plus pertinents que l'activité pour la conscience, pour l'accès conscient. Donc là, par exemple, il y a Ivo qui est au fond, qui est en doctorat au Chili et qui est en visite dans mon laboratoire, qui travaille avec René Rodriguez, qui était dans le laboratoire de Varela à l'époque et qui avait fait le papier dans Nature Neuroscience qui s'appelle Perception Shadow, où ils avaient montré que le corrélat neuronal le plus robuste de l'accès conscient perceptuel, c'était justement des synchronisations entre différentes aires du cerveau. Et à l'époque, ils questionnaient un peu le côté homonculus de la perception du cerveau en sciences cognitives pour aller vers quelque chose de beaucoup plus distribué. Et justement, ils ont écrit en 2001 un Nature Review Neuroscience qui s'appelle Brainweb, The Brainweb, où c'était la première fois qu'on comparait le cerveau à un système peer-to-peer. Donc, de dire que, de la même manière qu'à l'époque, ça n'existait pas, mais ils parlaient de Napster. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Napster, peut-être avec le social network de David Fisher, mais Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui n'a pas de serveur centralisé. Donc, c'est un système dit peer-to-peer. Et en fait, dans cet article de 2001, ils introduisent le fait que peut-être qu'une autre manière de voir le cerveau, c'est pas de voir une fonction centralisée avec un homonculus dans le préfrontal cortex, etc., mais plus ce modèle de le traitement de l'information distribuée où les fonctions cognitives émergent par l'interaction de plusieurs modules décentralisés. Et donc, nous, en fait, on a repris les mêmes méthodes sur le plan de traitement du signal, on l'a appliqué à 2 personnes en interaction, et on a montré qu'effectivement, les cerveaux des 2 personnes, quand elles étaient en échange social, rentraient en résonance aussi sur le plan des synchronies de phase. Il y a quelque chose qui n'a pas été forcément compris au départ aussi, c'était que si ça paraît très symétrique comme ça, en fait, ça ne l'est pas forcément complètement. C'est-à-dire que dans les basses fréquences qui sont plus associées à l'activité sensorimotrice, on a une symétrie entre les 2 personnes. Mais par contre, dans les bandes de fréquences plus élevées, on a une asymétrie qui se crée entre l'émetteur et le récepteur de l'information, avec quelque chose qui va plus du côté prémoteur, préfrontal, chez celui qui initie le geste, et quelque chose qui va plus vers les aires intégratives et perceptuelles sur celui qui imite. Ce qui retranscrit un peu en soi le fait que c'est le modèle qui lance l'interaction et l'imitateur qui suit ce qui se passe. Alors ça a été, on y reviendra, mais ça a été extrêmement difficile à publier, hein. On a publié ça en 2010, mais j'ai soumis l'article à 11 journaux différents, parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout standard de faire des analyses intercérébrales. À mon master à l'ENS à Paris, il y avait un des membres du jury qui m'avait même dit mais c'est de la parapsychologie ce que vous faites. Donc ça, c'était vraiment... Maintenant, c'est accepté, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Mais depuis, du coup, on a fait la couverture de cortex en le répliquant dans le langage, parce que c'était en non-verbal. On a montré que ces synchronisations intercérébrales existaient dans le langage. On a montré que c'était modulé par la tâche, mais aussi modulé par le niveau de familiarité qu'on avait avec l'interlocuteur. Donc là, par exemple, dans cette étude avec Ruth Feldman, avec Amir Djayovsky, qui a fait un travail incroyable avec 160 participants, où on a couvert à la fois des dyades de personnes qui ne se connaissaient pas, des personnes qui étaient amies de longue date et des personnes qui étaient en relation romantique en couple. On a montré que justement, la relation et le niveau d'attachement qu'on avait avec une autre personne aussi modulait ces synchronisations intercérébrales. Donc, ce n'était pas juste une mesure de la tâche en soi ou du contexte, mais aussi du rapport et de l'attachement qu'on avait avec l'autre personne. Dans une autre étude, avec un ami, Pavel Goldstein, on a montré que synchronisation intercérébrale, alors souvent on dit d'abord les personnes y croient, après ils croient pas, après ils disent que c'est trivial. C'est un peu ce qui arrive aussi en disant ouais mais ok d'accord il y a des synchronisations intercérébrales mais c'est un peu trivial parce que les gens font la même chose et c'est de l'entraînement en fait. Donc ce que vous mesurez c'est juste de l'entraînement mutuel entre les 2 cerveaux. Du coup, en fait, on a montré qu'avec des interactions sociales arythmiques, comme le toucher, on avait aussi émergence de synchronisation intercérébrale et qu'en plus, elle corrélait avec des marqueurs cognitifs et physiologiques qui avaient du sens.
Donc là, c'était une étude assez marrante avec Pavel Goldstein qui était en visite à Paris. On va boire un coup après un séminaire que j'avais donné sur les synchronisations intercérébrales. Et lui, en fait, c'est un chercheur sur la douleur. Et il me partage une anecdote assez drôle que pendant l'accouchement de son épouse, il lui tenait la main et puis il s'était mis à réfléchir à la modulation de la douleur par le toucher affectif. Donc ça montre que même le jour de l'accouchement, on est encore en train de travailler sur son sujet de recherche. Et donc il fait ouais, il faudrait trop qu'on fasse une étude là-dessus et tout ça. Et je fais bah, moi je me voyais déjà dans le bloc d'accouchement avec mes EEG. Je fais ouais, c'est quand même chaud et tout. Et finalement, en recherche sur la douleur, ils ont des protocoles. Donc, on a fait un système justement pour quantifier cet effet analgésique du toucher affectif. Donc, on a démontré déjà que ça existait, que effectivement le toucher affectif avait une diminution de la douleur, mais qu'en plus, les synchronisations intercérébrales étaient un marqueur objectif qui était corrélé à ce phénomène analgésique du toucher affectif. Et qu'en plus, aussi, ce qu'on a montré, c'est que c'était le niveau d'empathie du partenaire qui tenait la main qui était prédicteur de l'impact de ce toucher affectif. Donc, en comparant en fait la douleur perçue par la personne et la douleur estimée par celui qui tenait la main. Encore une étude avec Ruth Feldman. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ruth Feldman, en fait, c'est une pionnière des aspects synchronisation mère-enfant. Pas à l'échelle cérébrale, mais à l'échelle comportementale. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Et dans cette étude-là, c'était assez marrant. On a pris des mamans. Le comité d'éthique a accepté qu'on les force à dormir avec le même t-shirt pendant 2 nuits d'affilée. Et du coup, on avait dans une jarre un t-shirt qui sentait l'odeur de la maman. Et après, on a fait des interactions avec un bébé et soit leur vraie maman, soit une autre maman qui portait le t-shirt qui avait l'odeur de la maman, soit un t-shirt sans odeur de leur maman. Et ce qu'on a montré, c'est que l'odeur maternelle répliquait le même niveau d'engagement social du bébé et répliquait également le niveau de synchronisation intercérébrale entre le bébé et la maman qui n'était pas celle du bébé, en fait. Donc ça, c'est marrant, encore une fois, parce que maintenant, au CPE, les éducateurs me disent, mais ça, on le savait déjà. Apparemment, ils demandaient des chandails de maman pour faciliter. Alors, j'ai fait, bon, bah, ok, bah, nous, on a fait une étude pour montrer ça. Donc, j'ai des grosses discussions avec les éducateurs de ma fille. Et une autre étude avec Ruth Feldman, qui, elle, était beaucoup plus liée à le vécu récent de la pandémie, qui est liée à la fatigue Zoom, où on a comparé dans des dyades maman-adolescent l'interaction sociale face à face par rapport à une interaction sociale médiée par chat, et où on a montré que les interactions sociales médiées par des systèmes technologiques avaient tendance à diminuer cette résonance et ces synchronisations intercérébrales, avec comme répercussion que potentiellement, ça demanderait plus d'attention et plus d'efforts cognitifs pour intégrer la dimension sociale et l'intégration entre soi et autrui pendant ce genre d'interaction vidéo. Et deuxièmement, sur le plan développemental, moi j'ai fait partie après d'un comité à l'ONU et à l'UNESCO pour faire en fait quelque chose de plus principe de précaution. Parce qu'à la suite de la pandémie, beaucoup d'États ont voulu standardiser beaucoup plus l'éducation par le système de vidéo. Et nous, on a émis en fait une motion de précaution sur le fait que si on a des enfants qui ont une cognition sociale qui est encore en développement, utiliser le médium d'éducation par la vidéo pourrait avoir une interférence avec la formation de leur système d'interaction sociale. Donc, à suivre là-dessus. Moi, l'expérience que j'aimerais faire, pour l'instant, on n'a pas eu encore le temps ni l'énergie de le faire, mais ce serait de jouer avec le jitter, la variation dans le temps. Quand vous êtes sur Zoom, vous en rendez compte que si votre boîte Wi-Fi elle est défaillante, la communication est perturbée, entre guillemets, quoi. Mais en fait, là, cette étude-là, elle pointerait sur le fait que même quand on s'en rend pas compte consciemment,
vu qu'on a des jitters de l'ordre de la 60-150 millisecondes, on est sous le threshold de l'accès conscient, mais notre cerveau, il lutte contre ce jitter en permanence. Donc, l'idée, ce serait de faire une étude paramétrique et de voir si on arrive à compenser ces jitters, est-ce qu'on réplique le niveau de synchronisation intercérébrale. Donc, du coup, ouais, il y a un intérêt quand même grandissant depuis les premières années, là. Donc, notre papier, c'était en 2010. 2002, il y avait une centaine de papiers. Et 2024, on a plus de 150 papiers par an sur l'hyperscanning. Donc, c'est un champ qui est en pleine explosion. Et j'aime bien mettre à chaque fois le 1965 pour montrer que la science, ça change quand même pas mal. Donc, en 1965, il y avait une étude dans Science. Donc, à l'époque, dans Science, on pouvait publier avec une phrase dans l'abstract et avec une figure qui était une photo de deux tracés EG de deux jumeaux. Et il prétendait avoir démontré la télépathie chez les jumeaux. Alors, bien sûr, ça n'a jamais été répliqué, mais ça explique pourquoi il y a peut-être 30 ans où plus personne n'a jamais essayé de faire de l'enregistrement multicerveau après. Et peut-être pourquoi aussi on pensait que je faisais de la parapsychologie pendant mon master. Mais voilà. Donc, la leçon, c'est aussi qu'il faut du coup mettre le double ration sur la rigueur pour ce genre de méthodologie. Et donc, du coup, depuis, on a énormément travaillé sur faire à la fois des ressources pour aider les gens à mettre en place leur système hyperscanning sur le plan matériel. On a démarré la première boîte à outils en open source, iPipe, pour aussi standardiser les méthodologies de travail au niveau des analyses et au niveau des statistiques, pour créer en fait une communauté de pratiques et de bonnes pratiques pour que l'hyperscanning ne soit pas un, un endroit où il y ait plein de faux positifs, et qui est un peu le cas au début justement. Donc, arriver à former les gens. Donc là, on a fait pas mal d'ateliers pour entraîner et montrer comment faire les bons designs, tout ça. Et après, aussi conceptuellement, avec des philosophes, notamment mon ami Merle Fairhurst en Allemagne, on a essayé aussi de mieux conceptualiser les différents facteurs qu'on mesure quand on mesure de la synchronisation intercérébrale. Sachant qu'on mesure à la fois la similarité entre les deux cerveaux, mais aussi on mesure la communication d'informations entre ces deux cerveaux, et que cette similarité, elle peut prendre plusieurs niveaux. Au niveau comportemental, bien sûr, si on fait la même tâche, on va avoir tendance à avoir le cerveau qui fonctionne de manière similaire. Mais dans le laboratoire, on travaille beaucoup sur la neurodiversité et notamment l'autisme. Donc, des divergences neurobiologiques peuvent induire des différences de synchronisation intercérébrale du fait que les deux cerveaux sont différents en soi structurellement. Et il y a tout un champ hyper intéressant, notamment Shonobuki Tayama, des neurosciences culturelles qui montrent que, par exemple, faire des tâches sociales au Japon ou aux États-Unis, par exemple, ne va pas donner les mêmes corrélats neuronaux. Et donc, on a eu quand même, il y a tout un champ de critique de ce qu'on appelle les weirdest people in the world. Donc, les weirdest, c'est white, educated, industrialized, rich, democratized country. Et que du coup, peut-être que notre vision du fonctionnement du cerveau, elle a été fortement normativée par cette pratique de la science, en tant que communauté de pratique, quoi. Et de l'autre côté, on a la communication, du coup, l'échange d'informations entre les deux cerveaux, sachant que typiquement, la similarité va faciliter l'échange d'informations. Et donc, du coup, une des questions qu'on se pose dans notre laboratoire, c'est dans quelle mesure la neurodiversité interfère avec le processus de couplage interpersonnel. Et à l'inverse, on a aussi cette communication réciproque qui crée nos niches culturelles. Donc ça, c'est plutôt sur le versant intelligence artificielle et systèmes multi-agents, où dans le laboratoire, on va avoir une doctorante qui va arriver prochainement. On a déjà publié un article sur la création de culture et d'îlots d'idées quand on a un système multi-agent avec des communications réciproques. Donc, pour aborder ces différentes strates, du coup, il faut arriver à avoir différentes méthodologies. Et avec mon premier postdoc, Quentin Moreau, qui maintenant est à Lyon, on avait pris les principes de Craver, qui est un auteur que je conseille énormément. Il a écrit un livre qui s'appelle Explaining the Brain, qui est un peu sur qu'est-ce que la notion d'explication en neurosciences, en fait.
Et il décrit en fait différents types d'explications. Qu'est-ce qui fait qu'on explique quelque chose? Parce que souvent, en fait, il y a un peu le sensationnalisme qu'avec un corrélat, on a compris, mais en fait, un corrélat, ça explique rien. Donc, qu'est-ce qui permet d'expliquer? Et il y a déjà la méthode de causalité directe qui peut être abordée par des méthodes de stimulation, donc par exemple la TMS ou la TACS. Et on peut faire aussi du neurofeedback. Donc ça, c'est une première manière d'aborder le lien de causalité entre une structure ou un phénomène et un autre phénomène. On peut aussi aborder la causalité structurelle. Donc ça, typiquement, le système dont j'ai parlé d'interaction homme-machine permet en situation contrôlée, de voir quelles sont les structures anatomiques qui sont nécessaires à avoir de la synchronisation entre deux cerveaux, sans avoir à enregistrer deux cerveaux. C'est-à-dire, là, on essaye de comprendre plus les mécanismes sous-jacents. J'y reviendrai, ça peut être abstrait à ce niveau-là de la présentation, mais l'idée, c'est que pour arriver à synchroniser deux cerveaux, il faut arriver à intégrer de l'information qui provient de soi et de l'information qui provient d'une autre personne. Quels sont les réseaux dans le cerveau qui font ça, en fait? On y reviendra, mais typiquement dans les synchronisations intercérébrales, vous avez vu que c'était la jonction temporopariétale droite qui était vraiment synchronisée entre les deux personnes. En fait, la jonction temporopariétale droite, elle est impliquée dans la perception biologique du mouvement, elle a été énormément associée en neurosciences sociales à la théorie de l'esprit, tout ça. Et avec ce genre de principe, on peut essayer de creuser plus au niveau dynamique qu'est-ce qui se passe à la jonction temporopariétale, pas sur le plan du corrélat, mais sur le plan du mécanisme sous-jacent. Et enfin, il y a une dernière méthode d'explication qui est le logico-déductif ou le contrefactuel, ce qu'on appelle, qui consiste à émettre une hypothèse et de manière logico-déductive conclure une conséquence, une conclusion. Donc ça passe plus par des maths normalement, mais là, un autre livre que je vous conseille, The Age of Simulation d'Emmanuel Lalanda, c'est comment l'informatique devient une sorte d'extension de notre rationalité dans le monde. Et en fait, par les simulations numériques, on peut faire du raisonnement externalisé sur des choses qui ne pourraient pas être logico-déductives dans notre cerveau, mais l'ordinateur devient une sorte d'extension de notre cognition pour raisonner, quoi. Alors, un exemple concret de la causalité directe qui a été très marquant pour moi, parce que là, c'était vraiment, c'est sorti, on ne s'y attendait pas du tout. En 2021, en fait, une équipe de Northeastern University a publié dans Nature Neuroscience la preuve que, en fait, ces synchronisations intercérébrales, ce n'était pas qu'un corrélat, en fait, parce que en utilisant un système très sophistiqué d'optogénétique sans fil, ils ont été capables de montrer que si on crée artificiellement des synchronisations intercérébrales, on change le comportement social. Et donc, du coup, on passait d'un corrélat neuronal à quelque chose qui potentiellement avait une fonctionnalité et qui aurait pu être sélectionné évolutivement. Ça, c'est assez, pour moi, c'est un des papiers les plus marquants de ces dernières années pour notre champ parce que ça va plus loin que juste dire, bah, OK, c'est pas un épiphénomène, quoi. Là, c'est carrément, ça peut être même un mécanisme. Et qui dit mécanisme, ça veut dire qu'on peut peut-être l'opérationnaliser pour des thérapeutiques, notamment. Donc, ça, c'est la partie physio. Maintenant, on va passer à la partie neuro-AI et computationnelle. Alors, pour y aller en douceur, je vais partir de la physiologie et des questions qu'on avait eues en physiologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a des synchronisations intercérébrales? Et une des premières questions que s'était posée, c'est est-ce que la similarité anatomique est un facteur prédictif de la synchronisation intercérébrale? Et alors pour ça, à l'époque, j'avais dans ma chambre un poster de Patrick Hagman, un des pionniers de la connectomics. Il avait fait un PLOS Biology en 2005, magnifique, où c'était la première fois qu'on avait ces représentations-là de réseaux des différentes aires cérébrales avec les fibres qui connectent. Donc, vous avez sûrement dû voir ce genre d'image, c'est du DTI, Diffusion Tensor Imaging. Et en combinant des atlas anatomiques avec l'imagerie DTI, on peut reconstituer justement ce qu'on appelle le connectome, qui est un peu le réseau social de nos aires cérébrales, entre guillemets. Et à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir une connexion avec une équipe cubaine qui avait un premier connectome et qui était déjà dans l'open science. Et fait rigolo, c'est que la personne qui me l'avait passé, maintenant il y a McGill, qui s'appelle Yasser Ituria Medina, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et donc il m'avait envoyé de Cuba
un petit fichier MATLAB avec juste la matrice des connexions. Donc, c'était 14 kilooctets. Mais en fait, c'était la première fois qu'on avait un connectome, même si c'était pas beaucoup de données, c'était en fait beaucoup de données en soi, quoi. Et l'avantage du numérique, c'est qu'en faisant du copier-coller, on avait 2 cerveaux pour le prix d'un. Et on pouvait simuler en prenant les aires motrices. Donc là, pour vous représenter, là, c'est le nez, c'est le préfrontal. Là, on a le cortex visuel et les 2 hémisphères. Et l'idée, c'était de resimuler in silico ce qui se passait dans l'expérience du mouvement des mains que je vous ai montré au début. Donc, en couplant la dynamique des aires motrices avec les aires visuelles de l'autre personne et vice-versa. En sachant que, par exemple, si je bouge mes mains et que vous essayez d'imiter le mouvement de mes mains, ben, mon cortex moteur, ça on le sait très bien en littérature de neurosciences motricité, il est relié à la vélocité du mouvement de mes mains. Donc il y a une coordination directe entre la dynamique de mon mouvement des mains et la dynamique de mon cortex moteur primaire. Et votre rétine, il y a des photons qui partent de ma main, qui vont dans votre rétine et qui vont stimuler votre système visuel. Donc, virtuellement, si vous regardez mes mains bouger, mon cortex moteur est synchronisé avec votre cortex visuel, entre guillemets. Donc, on reproduit ça dans l'ordinateur. Alors, une fois qu'on a ça au niveau des sources et des aires cérébrales, on peut utiliser ce que normalement les gens font à l'inverse. C'est-à-dire que d'habitude, on enregistre au niveau du scalp et on essaye de reconstruire les sources. Mais là, comme on simulait au niveau des sources, pour pouvoir comparer avec les données réelles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé le modèle inverse, donc c'est un modèle direct en fait, du coup, mis un EEG à mon modèle, quoi. En gros, ça, c'est ce qu'on aurait obtenu comme EEG en enregistrant l'activité cérébrale du modèle dans l'ordinateur, ok? Pour pouvoir comparer le modèle avec les données réelles. Et même si le modèle était simple, on arrivait quand même relativement bien à simuler les synchronisations. Donc, phase locking value, c'est les synchronisations de phase à l'intérieur du cerveau, donc entre les différents électrodes. Donc là, c'est comme à la bataille navale, quoi. Vous avez l'électrode 5 avec l'électrode 10, par exemple. Et là, c'est l'histogramme qui vous donne les mesures. Et vous voyez, en bleu, c'est les données réelles et en vert, nos données simulées. Donc, c'était un fit quand même pas trop mal pour un modèle simple. Et après, ça, c'est le Hyper PLV, donc en hyperscanning. Et on montre que pareil, on est capable de simuler des données qui sont plausibles sur le plan aussi interpersonnel. Et donc, pourquoi on fait ça? Question que beaucoup de gens de ma famille me posent. Pourquoi tu fais ça? Alors, pourquoi on fait ça? Pour étudier l'impact de l'anatomie sur ce phénomène-là des synchronisations intercérébrales. Donc, c'était notre question initiale. Et chose qu'on ne peut pas faire en réalité, ou très difficilement, on peut comparer l'anatomie réelle avec une anatomie où on aurait mélangé les connectivités cérébrales ou cassé la topologie du cerveau humain, quoi, pour voir quelle est la contribution en fait de la structure qui a été évolutivement sélectionnée. Et on peut le faire même de manière symétrique entre les deux cerveaux. On peut mélanger les connexions d'un cerveau et mélanger les connexions de l'autre cerveau de manière différente pour voir en fait si avoir le même cerveau aussi a un rôle dans cette histoire de synchronisation intercérébrale. Et ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, le cerveau réel, anatomiquement sélectionné par l'évolution, qui est en bleu, potentie notre synchronisation cérébrale avec les autres personnes. Donc, il y aurait un intérêt évolutif à avoir cette structure sur le plan interpersonnel. On savait que déjà, sur le plan intrapersonnel, il y avait des fonctionnalités intéressantes, notamment sur l'intégration de l'information entre les aires du cerveau. Mais là, on a amené une autre pression évolutive potentielle qui est la capacité à mieux se synchroniser et s'aligner avec les autres êtres humains, quoi. Et comparé à nos cerveaux mélangés en vert et en rouge, l'avantage de cette anatomie réelle, c'est que quand on augmente le couplage entre les aires motrices et visuelles, qui est ici, donc c'est le couplage, l'information qui est échangée entre les deux cerveaux, on a du coup une plus grande résonance entre l'activité cérébrale, alors que quand on casse l'anatomie, on n'a plus cette résonance-là. Donc c'était une première démonstration intéressante sur le plan évolutif. Et le deuxième message qui est super important pour la littérature de l'hyperscanning, c'est que finalement, même en l'absence de couplage et d'information qui est échangée, donc 0, on a quand même des niveaux de synchronisation intercérébrale. Donc en soi, c'est pas surprenant d'observer des synchronisations intercérébrales.
il y a beaucoup de papiers qui sont super contents de rapporter des synchronisations intercérébrales. En soi, c'est pas ça le truc qui est important. Ce qui est important, c'est la différence entre ce point ici et ce point-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on gagne en couplage quand on échange l'information. OK? Donc ça, c'est un message super important parce que ça implique sur le design expérimental, etc. Alors, une des conséquences sur le plan plutôt clinique de ce résultat-là, qu'on est à peine en train de débrécher à l'heure actuelle, mais qui était une hypothèse qu'on avait émise à ce moment-là, c'était que du coup, sans avoir une aire cérébrale précise qui est défectueuse ou altérée, ou un gène encore moins, on pourrait avoir une explication à une altération de la cognition sociale qui ne soit pas liée à une aire cérébrale précise. Donc en fait, quand vous avez deux cerveaux et qu'il y en a un qui est différent, donc typiquement dans la neurodiversité avec l'autisme, sans qu'il y ait une aire précisément qui soit différente, mais que ce soit plus quelque chose de distribué, on peut arriver à une altération de la cognition sociale. Et ça a été aussi théorisé par des collègues, Dimitris Bolis et Leonard Schilbach, qui voient l'autisme comme une sorte de désaccordage. En plus, c'est un terme qui est utilisé en psychanalyse, mais je n'aime pas trop la psychanalyse, mais ils avaient utilisé le terme dans le passé d'accordage et de désaccordage. Mais là, c'est clairement ce qu'ils ont mis comme terme en anglais misattunement, où en fait une divergence biologique initiale va créer progressivement une sorte de désaccordage progressif du système nerveux d'une personne au cours de sa trajectoire développementale. Donc là, c'est une manière d'expliquer l'autisme sans avoir à nécessiter que ce soit les neurones miroirs brisés ou que ce soit tel gène, etc. C'est une autre manière d'aborder la question, et en plus sous l'angle de la neurodiversité. Alors ça, on essaye maintenant de le faire avec des connecteurs, alors plus les connectomes cubains envoyés à l'époque, mais là, c'est avec des collègues au Max Planck, donc Leonard Schilbach, où on fait en fait de la connectomique personnalisée, c'est-à-dire là, au lieu que ce soit sur l'échelle d'un groupe, chaque individu, on extrait son connectome individuel et on peut faire des simulations d'interaction sociale entre différentes personnes dans l'ordinateur. Et là, l'idée, c'est que est-ce qu'on arrive à prédire le diagnostic d'autisme à partir des synchronisations intercérébrales qui sont simulées dans l'ordinateur? C'est-à-dire que les gens ne sont jamais rencontrés en vrai, ils ont juste passé un IRM et on simule ce que je vous ai montré dans un IRM, dans un ordinateur, et on essaye de voir si on peut prédire s'ils sont diagnostiqués autisme ou pas, juste à partir de ces simulations-là. Alors déjà, au niveau de l'anatomie, en fait, on a été surpris parce que l'anatomie en soi contient pas mal d'informations. On était à 80% de classification. De manière surprenante, quand on simule juste le resting state, donc l'état de repos individuel, on a une chute de classification. Donc ça veut dire qu'en gros, l'état de repos, en se basant sur la structure anatomique, n'apparaît pas comme très informatif par rapport au diagnostic d'autisme en soi. Donc ce n'est pas quelque chose qui pourrait être une signature comme un biomarqueur. Par contre, quand on se focalise sur les synchronisations intercérébrales, qui sont finalement un phénotype qui est plus lié à la cognition qu'est l'autisme, là, en fait, on arrive à récupérer de la variance qui n'était pas dans l'anatomie seulement. Donc là, c'est une histoire de ce qu'on appelle de digital twins. Donc on prend quelqu'un, on fait une copie dans un ordinateur, on essaye de faire de la médecine de précision à partir de cette copie numérisée de l'individu. Donc on est en train de finaliser ça, mais c'est assez enthousiasmant 10 ans après de pouvoir voir les trucs arriver. Il y a un autre exemple aussi de long questionnement. Pendant la séance de thèse en 2011, Jean-Philippe Lachaud, un des pionniers de la synchronisation intercérébrale qui était avec Varela, m'avait posé la question, mais comment on peut avoir des synchronisations de phase dans le gamma entre deux individus? Parce que le gamma, pour ceux qui ne sont pas trop en EEG, c'est de l'ordre de 40 Hz, donc 40 cycles par seconde, ce qui est vraiment extrêmement haut par rapport aux constantes de temps du mouvement, parce que quand on bouge pas à 40 Hz, quoi. Enfin, même avec de la techno, on n'est pas à 40 Hz. Donc, comment expliquer qu'on ait des synchronisations à une telle fréquence? Et 10 ans après, j'ai envoyé à Jean-Philippe le papier en disant, ça y est, j'ai trouvé la réponse à ta question. Donc, des fois, ça prend beaucoup de temps en science pour répondre à des questions. N'ayez pas peur, si lors de votre soutenance de thèse, on vous pose une question, vous ne savez pas, vous pouvez dire, je reviens dans 10 ans, je garde la question. Parce que les bonnes questions, souvent, ça peut être quelque chose qui nourrit aussi votre recherche. Donc. Et là, l'idée, en fait, on a fait un modèle mathématique aussi pour montrer que
ces synchronisations dans le gamma, elles sont liées à un phénomène qui en plus a été plus étudié depuis 10 ans, qui s'appelle le cross-frequency coupling. Donc l'idée que dans le cerveau, les oscillations qui sont lentes modulent l'activité des oscillations qui sont plus haute fréquence. Donc le θ, qui est dans l'ordre de 4 Hz, va moduler l'amplitude du gamma. Et ce qu'on montre en fait dans cette étude, c'est que si on a une synchronisation dans le θ, qui est pour le coup moins controversé, quoi, puisque justement ce que je vous disais, c'est que quand je bouge mes mains, c'est plus dans du θ, et mon cortex moteur primaire est corrélé dans le θ avec la vélocité de mon mouvement. Donc ça, on dit que c'est bon. Dans quelle mesure le cross-frequency coupling à l'intérieur de chaque cerveau va donner des synchronisations dans le gamma? Et donc, c'est ce qu'on a démontré, c'est que quand on fait varier le couplage dans le θ, s'il n'y a pas de cross-frequency coupling, ben, il n'y a pas de variation. Par contre, s'il y a du cross-frequency coupling, on obtient une variabilité dans le gamma. Donc, en gros, ça montre que statistiquement, effectivement, ce n'était pas un artefact, on avait vraiment des synchronisations dans le gamma, mais qu'elles n'étaient pas liées à un échange d'informations dans le gamma entre les deux cerveaux. C'était plus d'un point de vue statistique, quelque chose qui était indirectement lié au cross-frequency coupling dans les deux cerveaux séparés. Donc, il y a des explications des fois en physiologie qui sont un peu plus dures à déployer, mais voilà. Donc là, je vous ai montré plus un côté neuro-AI, mais du côté biophysique. Là, maintenant, pour finir, je vais plus vous parler du neuro-AI, plus sur le plan AI. Et la transition vers ça, c'est l'idée que tout ce que je vous ai montré, ça implique des systèmes dynamiques. Donc là, je vous ai montré que sur le plan de l'expérimental comme du computationnel, du coup, on pouvait étudier les phénomènes de synchronisation. Et ce phénomène de synchronisation, l'avantage, bon, je suis biaisé parce que je suis physicien à la base, mais c'est un principe qui est général, qui n'est pas associé à une échelle de description. C'est-à-dire qu'on peut avoir la synchronisation entre des atomes, entre des lucioles ou des êtres humains. C'est un phénomène qui est très général, quoi, la synchronisation. Et du coup, les mathématiques et les équations différentielles qui décrivent ces synchronisations peuvent permettre de lier des échelles de description qui, à la base, ne sont pas liées entre elles. Et donc, avec Scott Kelso, pendant mon postdoc aux États-Unis, on a développé justement cette idée-là. Alors, Scott avait travaillé depuis 30 ans sur un cadre théorique qui s'appelle le Coordination Dynamics, et sur l'idée que justement, avec des équations dynamiques, on peut faire le lien entre une échelle, par exemple, cérébrale et comportementale, et aussi on peut faire le lien entre les composants d'un système et des motifs qui apparaissent. Donc, par exemple, dans le cas de Scott, pour vous dire à quel point ça part de trucs simples, Scott, à la base, c'était un psychologue du mouvement. Il s'était intéressé au phénomène de la synchronisation du mouvement des doigts. Donc, si vous prenez vos doigts et que vous faites ça en antiphase et que vous accélérez, au bout d'un moment, vous allez passer en phase. Donc, antiphase et phase, c'est des modes dynamiques. Et les doigts, c'est les composants du système. Mais on ne peut pas parler de en phase ou en antiphase en prenant qu'un seul doigt. Il faut qu'il y ait les deux doigts, quoi. Donc, c'est un peu l'idée, c'est que justement, le langage système dynamique peut permettre de faire le lien entre ces différentes échelles d'esprit. Et donc, depuis que je suis arrivé à Montréal, au MILA, c'est un peu ce que j'essaye d'amener comme programme de recherche sur le plan artificial intelligence. C'est-à-dire que, il faut prendre en compte la dynamique, que la cognition, ce n'est pas quelque chose indépendant du temps, et que la dynamique dans laquelle se déploie notre cognition dans le cerveau, ça a un rôle au sens fonctionnel même, que ce n'est pas juste artefactuel. Donc, typiquement, en IA, jusqu'à présent, on est sur quelque chose où tout se passe de manière instantanée. Donc, le système, le modèle en tant que tel, n'a pas de perception du temps en soi, quoi. Il n'y a pas de temporalité de la cognition en IA. Donc, il faut arriver à utiliser les systèmes dynamiques pour pouvoir intégrer ça. Il y a une deuxième dimension que j'ai déjà un peu abordée, qui est la plausibilité biologique. Donc là, c'est un parti pris qui est très personnel, mais que certains partagent au MILA. C'est que jusqu'à preuve du contraire, le meilleur exemple qu'on a, c'est le cerveau humain. Donc, plutôt que de faire quelque chose de différent, autant coller à ça pour le moment. Alors, les détracteurs vont dire, oui, mais on n'a pas besoin de plumes pour faire des avions, mais on n'a pas l'équivalent des ailes pour la cognition. C'est un peu le problème, quoi. Et le troisième axe, c'est l'incarnation sociale, qui est aussi quelque chose de très peu abordé encore à l'heure actuelle dans l'intelligence artificielle.
quand on parle de ChatGPT et de chatbot, on n'a pas de corps, on n'a pas de temporalité, on n'a pas de cognition sociale à proprement parler. Même si c'est du langage, finalement, c'est une reproduction mimétique de quelque chose qu'on lui a fait apprendre statistiquement, mais il n'y a pas un cerveau social de ChatGPT. Enfin, on essaye de voir un peu comment ça permet d'être imitateur et faire de la mimicrie de la cognition sociale. Mais le parti pris là-dedans, c'est de se dire, il faut une incarnation dans un monde, alors qui peut être même minimaliste en 2D, voire 3D, mais que le meilleur moyen de développer une cognition sociale, c'est de partager un monde commun entre les différents agents. Donc, le summum, c'est l'incarnation physique complète avec un robot, quoi, mais on n'y est pas encore trop, bien que il y a 3 semaines, j'étais allé au Japon et ils font des simulations de fœtus dans le liquide amniotique, ils font des bébés avec des stades de Piaget, avec des caretakers pour bébés artificiels. Donc, très loin de ChatGPT au Japon, hein, ils sont plus sur des approches incarnées que j'adore, quoi. Mais on peut voir ça de manière différente. Alors, pourquoi aussi motiver ça sur le plan de l'intelligence artificielle? Parce que les gens au Mila, il y a toute une partie de la communauté qui est plus avec une vision ingénierie, qui disent, OK, la cognition sociale, c'est bien, mais qu'est-ce que ça peut apporter sur le plan ingénierie, quoi? Et alors ça, c'est très bien amené dans ce livre de Michael Graziano qui à Princeton, qui s'appelle Consciousness and the Social Brain, où en fait, il explique que j'adore ce livre parce qu'il renverse un peu l'approche classique qu'on a de la cognition humaine en disant c'est la cognition sociale qui est venue en premier parce qu'il y avait une pression évolutive énorme à prédire le comportement des autres pour survivre. Et notre conscience subjective et notre soi narratif est plus une sorte de conséquence à avoir développé cette capacité énorme à prédire le comportement d'autres personnes qui nous ressemblent en fait. Et qu'une fois qu'on a ces mécanismes-là en place, on peut l'appliquer à notre propre comportement et ça crée une boucle. Donc c'est un truc qui est vraiment, je trouve, très innovant récemment dans l'approche de la théorie de la conscience parce qu'il place déjà la cognition sociale un peu plus en avant, parce que beaucoup de théories de la conscience en fait, ignorent la question sociale encore. Et là, même la met comme un mécanisme qui pourrait être critique. Alors, dans mon ancienne affectation avant d'arriver à Montréal, j'ai fait un moment à l'Institut Pasteur à Paris, où je travaillais sur la génétique de l'autisme, et persuadé que justement, il fallait creuser aussi l'aspect génétique pour vraiment comprendre ce qui se passait là. Et par chance, quand je suis arrivé, Svante Pabo, le prix Nobel de médecine d'il y a 2 ans, avait mis au public les séquençages de Néandertal. C'est la première fois qu'on séquençait le génome de l'homme de Néandertal et de Denisovan. Et du coup, avec mon patron de l'époque, on s'est lancé dans un projet un peu, ce qu'on appelle Blue Sky. On s'est dit, le soir, on travaille sur qu'est-ce qui s'est passé entre Néandertal, l'Homo sapiens et les primates, tout ça. Et donc, moi, je connaissais rien à la génétique. Mon ancien patron se moquait même en disant qu'il ne connaissait même pas la différence entre un intron et un exon quand il arrivait dans le labo, quoi. Mais par contre, j'étais plus geek, quoi. Et progressivement, en fait, on a fait une analyse systématique de tous les gènes du génome humain et comment ces gènes ont évolué entre les primates, les hominidés archaïques et l'Homo sapiens. Avec l'idée d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé finalement dans le cerveau et les gènes qui sont impliqués dans le cerveau. Alors, à notre grande surprise, le premier résultat qu'on a eu, c'était qu'en fait, le cerveau, c'est un des trucs les plus conservés dans le génome humain. C'est-à-dire qu'on pensait trouver des trucs déjà que le cerveau s'était évolué, tout ça. En fait, on ne touche pas au cerveau. Dès qu'on touche au cerveau, on a soit une naissance morte, soit des troubles cognitifs qui empêchent la reproduction. Donc en fait, le cerveau, c'est quelque chose qui a très très peu bougé sur le plan génétique. Mais quand même, on se dit, bon, il y a quand même quelque chose qui a dû bouger, quoi, parce que même si c'est conservé, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui ait changé entre nos collègues chimpanzés et nous. Il y a eu un truc qui a dû être différent. Et donc, pour ça, ce qu'on a regardé, c'est plus dans la variabilité de l'évolution. Donc, il y a une théorie en génétique évolutive qui dit que ça s'appelle la théorie de Kimura, c'est de la neutralité évolutive. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'évolution vraiment guidée à la marque ou avec une pression très très forte comme Darwin. C'est plus le génome, il drift
il se balade de manière pseudo-aléatoire et il y a plein de petits effets additifs microscopiques qui s'ajoutent les uns après les autres. Donc là l'idée, c'est au lieu de dire, il y a FOXP2 qui était un peu le gène du langage, beaucoup de gens ont travaillé là-dessus en disant, bon, FOXP2 a muté chez l'humain et c'est ça qui a fait qu'on était humain. Là, c'est l'idée, au contraire, de se dire, non, il n'y a pas un gène qui a créé l'être humain, il y a juste tout le génome qui a bougé un peu partout. Et de manière convergente, cette petite modulation additive très lente a convergé sur un avantage sur certaines fonctions. Et nous, nos résultats, en tout cas, vont dans ce sens-là. On a comparé avec l'atlas du Allen Brain à Seattle pour voir où les gènes sont exprimés dans le cerveau, ceux qui sont les plus évolutivement positivement sélectionnés et ceux qui ont été les plus conservés. Et on tombe en fait sur des motifs d'expression de ces gènes qui corrèlent avec les tâches de cognition sociale et de langage, avec notamment en plus, donc ça n'a pas fait dans la dernière version du papier, mais quand même quelque chose que j'aime bien, qui est l'aire de Broca, qui ressort comme un hotspot en fait de sélection de ces gènes évolutifs. Alors pourquoi c'est intéressant sur le plan de l'évolution de l'humain? C'est parce que finalement, une des caractéristiques de l'Homo sapiens par rapport aux autres primates, c'est ce qu'on appelle la néoténie, c'est le fait qu'on ait une plasticité cérébrale qui est retardée dans le temps et qui permet d'avoir de l'apprentissage social. Donc, si vous regardez au niveau de la vie d'un singe par rapport à la vie d'un humain, là, vous avez le nombre de synapses au cours du temps. Vous avez une plus grande fenêtre sur laquelle vous allez avoir de la sélection synaptique et du pruning qui permet d'apprendre beaucoup plus de choses par l'interaction sociale avec son environnement proche. Donc avec Changeux, qui est justement un des pionniers de la neurobiologie en France, que j'ai eu la chance de rencontrer à l'Institut Pasteur, on s'est lancé dans l'idée, on va essayer de mettre ça en place dans un modèle computationnel. Donc là, on est à la limite entre le biophysique et le neuro-AI. On a créé en fait un modèle in silico qui était capable de résoudre plusieurs tâches les unes après les autres en simulant cette question de neuroténie et de plasticité synaptique différée. En faisant d'abord un premier étage, c'est un peu comme une fusée. Il y a un premier étage, c'est le côté sensorimoteur, où il y a, là je l'ai vu en plus avec ma fille en vrai, quoi. D'abord, il y a un apprentissage vraiment au stade de Piaget sensorimoteur. Après, il y a un côté plus cognitif de combinaison des choses qui sont apprises sur le plan sensorimoteur. Et enfin, quelque chose qui est plus au niveau conscient et métacognitif, qui va être de la représentation de l'autre et de soi-même, quoi. Et donc, notre modèle essaye d'identifier d'un point de vue biologique quels sont les mécanismes les minimaux qui sont nécessaires pour arriver à résoudre des tâches dites sensorimotrices, cognitives et conscientes. Donc, quand on parle de conscience dans notre article ici avec Changeux, on parle de la conscience au sens du Global Neural Workspace, qui est quelque chose de très précis, c'est la conscience d'accès, pas la conscience phénoménale. Donc, c'est la capacité à rapporter la perception d'un stimulus. Mais en soi, déjà, c'était pas mal d'avoir fait un modèle qui faisait ça. Et en une autre théorie, justement, qui va dans ce sens-là, et on revient à Michael Gradiano, c'est la théorie de Gradiano qui s'appelle la théorie des schémas attentionnels, où en plus du Global Neural Workspace, qui est cette sorte de gros réseau intégré qui correspond à l'accès conscient quand on a une perception, Gradiano, il lui rajoute l'attention dans l'équation en disant l'attention, c'est un moyen de réguler nos représentations de ce qui se passe sur le plan conscient. Et le fait d'avoir cette représentation-là, ça nous donne notre expérience subjective. Donc, c'est un peu la boucle dont je parlais, où quand on commence à avoir un modèle de l'attention des autres, on peut modéliser notre propre attention et on a cette boucle qui se crée où on a un soi narratif et une subjectivité. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec Gradiano sur le fait que ça explique la conscience phénoménale complètement, parce que lui, il est mordicus sur le fait que c'est de l'illusion. C'est-à-dire que l'expérience subjective est une illusion, on est des zombies, et de la même manière qu'un patient hémiplégique confabule que son bras lui appartient pas, on est tous en train de confabuler qu'on a une expérience subjective là. Donc, je vous laisse méditer ça pour le week-end. Mais il m'a dit ça en face. Hein, et donc, nous, on essaie quand même de tester cette théorie-là sur le plan social et individuel en prenant des petits agents qui interagissent entre eux dans un embodiment minimaliste en 2D, là.
mais avec l'idée que si la théorie de Graziano, en tout cas, est valide, si on a une pression dans un écosystème pour qu'il y ait de la prédiction du comportement d'autrui, il devrait y avoir une pression pour créer aussi ce modèle de schéma attentionnel qui aurait un avantage à l'échelle individuelle. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne nos petits agents avec un réseau biologiquement inspiré dans une tâche sociale, et après, on les teste sur des tâches cognitives individuelles. Donc ça, c'est en cours. C'est avec justement avec Yoshua Benjo qu'on travaille là-dessus. Donc voilà, ça c'est un peu le versant neuro-AI. Je vois qu'on est arrivé à la fin. Il y a toutes sortes de travaux qui ont été faits dans l'aspect plutôt théorie des systèmes dynamiques, notamment un papier qui vient d'être accepté en plus aujourd'hui de German Abrevaya, qui est notre étudiant en remote, puisqu'il est à Buenos Aires, et qui montre qu'on peut utiliser à la fois du deep learning avec des équations différentielles pour prédire l'activité cérébrale. Donc en gros, les systèmes dynamiques ne sont pas incompatibles avec de l'apprentissage profond basé sur l'algèbre linéaire, quoi. Donc on peut avoir les deux dans un seul modèle mathématique. Et ça, je vais passer plus rapidement en plus. Sur l'idée de comment étudier l'interaction entre soi et autrui dans le cerveau, on a développé aussi un modèle qui interagit avec un humain, donc je vais en parler, le Human Dynamic Clamp. Et ça, en enregistrant l'activité cérébrale, on a pu montrer aussi que les réseaux qui sont appliqués à l'interaction avec soi dans le cortex moteur et autrui au niveau plutôt visuel, là où il y a intégration de l'information entre soi et autrui, c'est exactement là où on avait les synchronisations intercérébrales qu'on observait en hyperscanning. Donc là, c'est plus pour montrer que, par exemple, cette jonction temporopariétale droite qu'on retrouvait dans la littérature de neurosciences sociales, en utilisant des agents artificiels, on peut étudier ça de manière beaucoup plus contrôlée parce qu'on a accès à la fois à l'état de l'agent artificiel et du participant humain. Et on peut chercher après où est l'information qui combine les deux, quoi, l'information de soi et l'information d'autrui. Donc ça, après, on a fait aussi un test de Turing là-dessus et on montre que cette partie plutôt pariétale, c'est l'intégration sociale et motrice. Mais quand on commence à avoir de la théorie de l'esprit et des tâches cognitives plus haut niveau, on a de la connectivité fonctionnelle avec le préfrontal. Ça, c'est plus sur le plan essayer de déconstruire un peu la cognition sociale haut niveau et bas niveau avec le côté représentationnel par rapport à sensori-moteur. C'est possible. Et enfin, l'application de tout ça, c'est la psychiatrie, avec l'idée que quand on a, par exemple, un agent artificiel qui est capable d'interagir avec un humain, on peut utiliser, par exemple, comme un moyen de faire du phénotypage, donc de l'évaluation. Donc là, il y a tout un pan dans le labo maintenant sur comment faire de la psychométrie interactive, donc quantifier de manière mathématique les capacités d'interaction sociale. Donc là, je vois, il y a Lisanne qui est venue. Elle a travaillé avec Baudouin Forgeau d'Arc sur des questions de psychiatrie computationnelle, sur des jeux plus de théorie des jeux. Donc ça, c'est déjà utilisé pour faire de l'évaluation clinique de prédiction et de comportements sociaux. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à quantifier différents aspects de la cognition sociale, que ce soit la coordination plus motrice, non verbale, sensorimotrice, jusqu'à de l'attribution d'intention et des choses plus cognitives abstraites. Et on montre qu'en combinant tous ces marqueurs-là comportementaux, on arrive avec un taux de prédiction au-dessus de 80% du diagnostic d'autisme. Donc là, c'est un peu complémentaire de ce que je vous ai montré avec le DTI, mais l'idée, ça serait que en clinique, on fasse une interaction de 10-15 minutes avec un avatar et on ait des scores de prédiction sur différents troubles impliquant la cognition sociale. Et la blague que je fais à chaque fois, c'est que quand j'ai commencé à faire ça à l'hôpital à Robert Debré à Paris, les enfants sont ce qu'ils sont, et en plus les enfants autistes sont pas particulièrement cash. Ils m'ont dit que mon jeu vidéo, il était pourri, quoi. C'était pas fait pour être un jeu vidéo, c'était un protocole de recherche. Mais du coup, je me suis mis à faire du design de jeux vidéo. Rapidement, j'ai vu que j'avais pas assez d'heures dans la journée. Donc, je suis allé voir une entreprise qui a programmé le jeu avec un casque de réalité mixte. Et là, du coup, il y a Mariam qui est là, vous pouvez en parler avec elle, où on développe un jeu en réalité mixte
pour faire du phénotypage et de la psychométrie interactive dans le cadre de l'autisme avec un jeu vidéo où c'est un casque, je ne sais pas si vous êtes familier avec la réalité mixte, c'est un peu comme la réalité virtuelle, mais c'est transparent. Donc nous, la motivation d'utiliser cette technologie par rapport à la réalité virtuelle, c'était de ne pas couper l'enfant encore plus de son environnement social, quoi. Et en plus, on peut avoir l'enfant qui porte le casque et en même temps le clinicien qui peut avoir, par exemple, le battement cardiaque ou la conductance cutanée de l'individu qui est en train de passer la tâche pour voir s'il y a par exemple un stress ou un tantrum qui peut arriver, quoi. Donc ça peut être vraiment nous on l'applique dans l'autisme, mais il y a même des entreprises qui nous ont contactés parce que ça peut être un moyen de faire de l'évaluation clinique en fait de manière ludique facilement. Et une fois qu'on a toutes ces données-là, on peut, en utilisant du machine learning, reconstituer des trajectoires développementales et potentiellement, du coup, revenir à des sous-groupes de patients. Donc ça nécessite beaucoup de participants. Mais en fait, c'est l'avantage du jeu vidéo. C'est que si on arrive à faire un jeu vidéo, le jeu vidéo est maintenant une industrie qui dépasse l'industrie du cinéma, là. Mon rêve, ça serait de travailler avec des gros studios AAA. On a essayé avec Eidos, mais ils ont malheureusement coupé leur branche R&D entre-temps. Si vous avez des contacts à Ubisoft, venez me voir. Et à terme, même, ce qu'on aimerait, c'est faire carrément de la réhabilitation. Donc, pas que de l'évaluation, mais utiliser le game design pour récapituler finalement ce que Vygotsky appelait la zone proximale de développement dans l'enfant, dans la psychologie de développement. C'est-à-dire qu'on va repartir des compétences sensorimotrices et progressivement ramener l'enfant à développer ses compétences socio-cognitives. Voilà, bah, du coup, ça résume un peu tout. Je vous ai montré un peu le côté neurosciences intégratives, un peu de génétique, et, plus avec Néandertal, mais je fais de la génétique aussi sur les Homo sapiens actuels, là, avec Sébastien Jacquemont. Et l'objectif, c'est justement de construire cette psychiatrie de précision en intégrant la dimension sociale de manière un peu plus robuste que ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que même dans les critères du Research Domain Criteria du NIMH, qui est un peu le standard international pour la recherche en santé mentale, il s'arrête au comportement de l'individu, il n'y a pas la dimension sociale. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que cette dimension sociale puisse être abordée de manière rigoureuse. Pas juste les sciences humaines qui peuvent aborder la dimension sociale. On peut, en laboratoire de neurosciences, aborder ça. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait un article là-dessus sur comment on peut développer une psychiatrie interpersonnelle à partir de tout ça. Et deux études que j'aime bien aussi pour questionner un peu l'aspect réductionniste des neurosciences et du système biomédical en général. On peut appliquer aussi des méthodes computationnelles pour faire des choses au-delà de l'individu. Donc ça, c'est l'article de la pandémie. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait personne. Pendant un an, j'étais quasiment tout seul, là. Je suis arrivé en octobre 2020. C'était pas le meilleur moment, là. Du coup, en fait, comme on ne pouvait pas faire d'expérience, on a étudié des données qui étaient publiques en ligne et on a comparé les discours sur Twitter, maintenant X, et les discours sur PubMed en rapport avec l'autisme. Et en utilisant des méthodes quantitatives, on a pu montrer que, par exemple, il y a un rendez-vous manqué, en fait, entre les intérêts des patients et des familles et des associations et ce qui est financé sur le plan biomédical. Donc ça, il y a plein de gens qui le disaient déjà, mais en fait, on peut faire aussi de la psychiatrie computationnelle qui amène du corps sur le plan quantitatif et statistique pour appuyer ces discours et en disant c'est pas de l'idéologie, c'est pas juste des opinions, c'est le cas, quoi. Donc là, on a démontré ça sur le plan quantitatif. Et dernièrement aussi, avec des collègues à Cambridge et à Stanford, on a eu, grâce à Roman Waratsu, accès à toute la population de l'Angleterre infantile, grâce au ministère de l'Éducation. C'est la première fois qu'on faisait tourner un modèle sur 7 millions de personnes. Ça a tourné sur Compute Canada pendant 3 semaines. Et en fait, grâce au ministère de l'Éducation, on avait accès à la position géographique des écoles, si l'enfant, l'origine ethnique de l'enfant, la classe socio-économique et si l'enfant bénéficiait ou pas d'une prise en charge pour l'autisme. Donc, juste avec ces données-là qui sont plutôt sociodémographiques et économiques, on a montré que la prévalence de l'autisme est fortement modulée par ces facteurs socio-économiques et que on fait de la recherche sur la génétique de l'autisme, on fait,
mais il faut aussi étudier les facteurs sociaux et économiques parce qu'ils ont un impact énorme sur l'accès aux soins et notamment au diagnostic. Donc là, c'est un des prédicteurs, par exemple, qui était majeur, c'était la distance entre le foyer et le premier centre de première ligne pour le diagnostic autisme. Voilà.